Certaines histoires de tueurs en série enfants sont si glaçantes qu'elles vous font repenser tout ce que vous croyez savoir sur l'innocence et le mal. Ici, nous plongeons dans les cas de jeunes tueurs dont les rencontres effrayantes dans les salles d'audience sont difficiles à oublier. Prenez Ami Sada, le plus jeune tueur en série du monde, qui n'avait que 8 ans lorsqu'il a fait face à un juge avec un sourire troublant sur le visage. Ensuite, il y a Edmund Keir, âgé de 15 ans, dont les crimes étaient si brutaux que le juge a décidé qu'un hôpital ordinaire ne conviendrait pas, il avait besoin de la sécurité stricte de l'hôpital d'État d'Atascadero, un lieu destiné aux plus dangereux. Les cas suivants sont à la fois choquants et profondément perturbants. Discrétion recommandée aux spectateurs. Ami Sada. À l'âge de seulement 8 ans, Ami Sada est devenu le plus jeune tueur en série du monde. Bien qu'il rit rarement ou n'ait aucun ami, son visage arborait un sourire inquiétant devant le juge qui l'a condamné. Né en 1998 à Musahar, un petit village du Bihar, Sada a été élevé par des parents pauvres qui travaillaient comme ouvriers. Connu principalement comme un solitaire, Sada n'avait pas d'amis et préférait passer son temps à grimper aux arbres et à explorer son village. Sa vie a changé de manière dramatique un jour où sa tante, qui venait de trouver un emploi en ville, a rendu visite à la famille avec sa fille de 6 ans. Lorsque sa tante et sa mère sont sorties acheter des légumes, laissant Sada en charge de sa cousine et de sa sœur, cette journée ordinaire a pris un tournant sombre. Sans personne autour, le comportement troublant de Sada a commencé par pincer et gifler sa cousine de 9 mois, escaladant rapidement alors qu'elle pleurait. Il l'a étranglée, puis l'a emmenée dans une forêt voisine où il lui a fracassé la tête avant de l'enterrer. Bien qu'il ait avoué cet acte horrifiant, ses parents l'ont protégé de toute conséquence. Tragiquement, il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne s'en prenne à une autre victime, sa propre sœur. Un après-midi d'hiver, alors que ses parents dormaient, les pulsions sombres de Sada l'ont conduit à sa sœur innocente de 8 mois. Silencieusement, il l'a sortie de son lit et l'a impitoyablement étranglée. Point plus tard, lorsque la mère de Sada a voulu nourrir sa sœur, elle a découvert un corps sans vie, réalisant immédiatement l'acte horrifiant que son fils avait commis. De manière choquante, même si ces actes macabres se déroulaient sous le toit familial, certains membres de la famille les considéraient simplement comme des « affaires de famille ». Ce n'est qu'en 2007 que la véritable nature maléfique de Sada a commencé à être connue du monde extérieur. Cette année-là, une tragédie a frappé une école primaire locale lorsqu'une fillette de 6 mois, nommée Kussi, a disparu. Après que la mère du bébé l'a laissée à l'école, elle est revenue pour découvrir que sa fille manquait à l'appel. Des heures plus tard, Sada a froidement avoué à la police, elle dormait à l'école. Je l'ai emmenée un peu plus loin, l'ai tuée avec une pierre et l'ai enterrée. À seulement 8 ans, Ami Sada a été convoqué par la police, montrant un calme glaçant et aucun signe de peur pour les actes odieux qu'il avait commis. Son attitude désinvolte a choqué les agents lors de son interrogatoire au poste de police de Bagalur. Sada a même demandé des biscuits avant de répondre à leurs questions. Finalement, il les a conduits sur le site où il avait enterré sa dernière victime, situé derrière une école primaire. Devant le juge, Sada a été vu souriant la plupart du temps, ne montrant absolument aucun remords pour ses actions. Si le juge avait été un nourrisson, Sada aurait probablement essayé de le tuer aussi. Sada a été libéré en 2016 sous une nouvelle identité à l'âge de 18 ans, et son lieu de résidence actuel reste inconnu. Edmund Keir. Ensuite, nous avons un jeune tueur en série qui est devenu encore plus célèbre après la sortie de la série criminelle de Netflix Main d'Inter, Edmund Keir. Le 9 juillet 2024, l'un des tueurs les plus infâmes de l'histoire de Santa Cruz s'est vu refuser une nouvelle fois la liberté conditionnelle. Cela semblait logique, car Edmund Keir avait été envoyé à l'hôpital d'État d'Atascadero, un établissement de haute sécurité dans le comté de San Luis Obispo pour criminels malades mentaux, à un jeune âge. Plus tard, Keir a déclaré que le juge était tellement outré par la nature horrifiante de ses crimes qu'il a affirmé ne pas vouloir envoyer ce jeune homme à Disneyland. Selon la loi, il aurait dû être envoyé à l'hôpital d'État de Napa, mais le juge a décidé qu'Atascadero était le lieu approprié pour un criminel comme lui. Keir est incarcéré depuis 51 ans pour le meurtre de cette femme et d'une fille entre 1972 et 1973. Cependant, il était déjà devenu un tueur en série à l'âge de 15 ans. À 4 ans, Keir était déjà beaucoup plus grand que les autres enfants de son âge et commençait à montrer des signes de comportement antisocial, tels que la cruauté envers les animaux. À 10 ans, il a d'abord enterré un chat de compagnie vivant, puis l'a déterré, décapité et monté sa tête sur un pieu, en faisant son premier trophée. À 13 ans, Keir a utilisé une machette sur un autre chat de la famille, en sectionnant la partie supérieure de son crâne tout en tenant sa patte pour s'assurer qu'il se baignait dans son sang. Il a même gardé des morceaux du chat tué dans son placard jusqu'à ce que sa mère les trouve.
Ses pulsions tordues ont commencé à devenir évidentes pour ceux qui l'entouraient. Par exemple, Keir était attiré par sa professeure et par sa sœur aînée, Susan Lee. Un jour, Susan l'a taquiné, en lui demandant pourquoi il n'essayait pas de l'embrasser. Il a répondu, « Si je l'embrassais, il faudrait d'abord que je la tue. » Edmund Keir a été profondément affecté par la séparation de ses parents en 1957 et leur divorce ultérieur en 1961. Vivant avec sa mère alcoolique et abusive, il a fui à 14 ans pour vivre avec son père, qui s'était remarié. Son séjour fut bref, son père l'envoyant rapidement vivre avec ses grands-parents paternels. C'est là, à 15 ans, que Keir a commis ses premiers meurtres. Le 27 août 1964, après une dispute avec sa grand-mère, Mathilda Keir, à la table de la cuisine, il est allé chercher un fusil, un cadeau de son grand-père pour la chasse, et est revenu pour lui tirer fatalement dans la tête et 2 fois dans le dos. Au retour de son grand-père, Keir l'a également tué. Désemparé et confus, il a contacté sa mère, qui lui a conseillé d'appeler la police, ce qui a conduit à son arrestation. Après son arrestation, Keir a déclaré qu'il voulait simplement voir ce que cela faisait de tuer sa grand-mère, et il a témoigné qu'il avait tué son grand-père pour éviter qu'il ne découvre ce qu'il avait fait. Le 18 décembre 1969, jour de son 21e anniversaire, Keir a été libéré sur parole d'Atascadero contre les recommandations des psychiatres de l'hôpital. Entre mai 1972 et avril 1973, Keir a tué 8 personnes. Sous prétexte de lui montrer quelque chose sur l'ordinateur, une fois qu'elle entra dans la pièce, Robert l'a attrapé et lui a tranché la gorge avec l'un des couteaux de leur collection. Son cri attira leur mère, April Bovey, qui devint tragiquement la prochaine victime. Elle fut impitoyablement poignardée plus de 40 fois avant que les frères ne la tuent finalement en utilisant un traumatisme contondant. Ils se tournèrent ensuite leur violence vers leur père, David Bovey, en le poignardant plus de 50 fois. Leur frère de 12 ans, Daniel Bovey, a reçu 9 coups de couteau, leur frère de 7 ans, Christopher Bovey, a été poignardé 6 fois, et leur sœur de 5 ans, Victoria Bovey, a été poignardée 18 fois, principalement au niveau du cou. À la fin de leur massacre, Michael et Robert Bovey avaient tué 5 membres de leur famille et en avaient laissé un autre gravement blessé. Au milieu de cette attaque horrifiante, Daniel a réussi à appeler le 911, un acte crucial qui a finalement conduit à l'arrestation des meurtriers. Cependant, avant que l'aide n'arrive, Daniel a également été attaqué sournoisement par Michael, qui avait fait semblant d'être une victime lui aussi. Heureusement, il y a eu 2 survivantes, Crystal Bovey, la première membre de la famille attaquée, a miraculeusement survécu. La plus jeune, une fillette de 2 ans, a également survécu sans être blessée. Elle avait été laissée dans une chambre à l'étage pendant que ses frères planifiaient une fin atroce pour elle, en ayant l'intention de la décapiter avec une hache. Après leur arrestation, les frères Bovey ont avoué aux forces de l'ordre leur plan de démembrement de leurs membres de la famille et de stocker leurs corps dans le grenier. Ils avaient l'intention de s'armer de munitions et d'armes, de voler la voiture familiale et de se lancer dans une fusillade de masse à travers différents endroits, visant à tuer jusqu'à 100 personnes. Les frères ont ensuite été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pendant son incarcération, Robert a tenté de se suicider par pendaison, mais il a été sauvé par un garde qui l'a placé sous surveillance suicidaire. Il a également essayé d'attaquer le personnel pénitentiaire avec un objet tranchant. Heureusement, personne n'a été blessé dans l'incident, bien que les frères Bovey aient été immédiatement arrêtés. Le prochain tueur sur la liste est resté libre pendant presque 28 ans. James Watson. Ricky Neve, un garçon de 6 ans, a été tragiquement assassiné le 28 novembre 1994 à Peterborough, en Angleterre. Il a été étranglé à mort et son corps nu a été découvert le lendemain dans une zone boisée. Au moment de son meurtre, la mère de Ricky, Ruth Neve, qui était la seule adulte dans leur maison, est devenue la principale suspecte. Les soupçons du voisinage se sont portés sur elle, alimentés par son passé d'addiction aux drogues, de mauvaise parentalité et de violence physique, qui avait déjà attiré l'attention de la police et des services sociaux. En 1996, elle a été jugée pour le meurtre mais acquittée. Cependant, elle avait précédemment plaidé coupable pour des infractions de cruauté envers les enfants, ce qui lui a valu une peine de 7 ans de prison. Le véritable coupable est resté non identifié jusqu'en avril 2016, lorsque James Watson, qui avait 13 ans au moment du crime, a finalement été arrêté. Watson avait des condamnations pour diverses infractions, et à l'âge de 11 ans, Watson a agressé un garçon de 5 ans. À l'époque, Watson a été brièvement interrogé par la police fin 1994.
Watson est devenu le principal suspect dans le meurtre de Ricky, meurtre lorsque la technologie avançait à identifier une correspondance définitive entre son profil ADN et les échantillons des vêtements du garçon. Cette découverte a fait partie d'une enquête renouvelée sur l'affaire de 1994 après son arrestation. Après son arrestation, Watson s'est enfui au Portugal, mais il a été extradé vers le Royaume-Uni après avoir supplié son agent de probation de le rapatrier, car il était devenu sans abri au Portugal. Il a été jugé pour meurtre à l'Old Bailey de Londres du 18 janvier au 21 avril 2022. Les preuves clés comprenaient de nouvelles découvertes ADN sur les vêtements de Ricky. Watson s'est défendu en affirmant que le transfert d'ADN s'était produit lorsqu'il avait soulevé Ricky pour lui faire voir par-dessus une clôture, une affirmation démentie par le fait que la clôture n'avait été construite qu'après 1994. Finalement, Watson a été condamné, et le 24 juin, il a été condamné à la réclusion à perpétuité par la juge Madame Justice Makwan, avec une peine minimale de 15 ans. James Watson, maintenant âgé de 44 ans, a fait appel de sa condamnation en soutenant devant la cour d'appel qu'il n'avait pas pu bénéficier d'un procès équitable car trop de preuves avaient été détruites ou perdues au fil des années. Cependant, un panel de 3 juges a confirmé sa condamnation en jugeant qu'il avait bénéficié d'un procès équitable. Procès. Ensuite, nous parlerons d'un autre jeune tueur en série britannique qui a choqué le monde avec les meurtres de Colchester en 2014, James Ferwititer. Ma voix me disait: tu dois faire un sacrifice, alors nous viendrons te chercher. Tu dois le faire. Et je l'ai vu, il était là, allongé sur l'herbe comme James Ferwititer était un adolescent de 15 ans qui était excité par les tueurs en série. Il avait des photos de tueurs en série comme Mira Hindley, Ian Huntley et Yorkshire Ripper Peter Sutcliffe sur son téléphone, mais son tueur en série préféré était l'américain Ted Bundy qui agressait sexuellement, assassinait et décapitait ses victimes. Son obsession pour les tueurs en série était telle qu'il fantasmait souvent sur le meurtre de ses parents et de son directeur d'école. James Hadfield, 33 ans, qui avait subi une lésion cérébrale à la suite d'un accident de voiture. Hadfield a été retrouvé allongé sur l'herbe à Castle Park après être sorti boire lorsque Ferwititer l'a attaqué en le poignardant 102 fois. Les blessures défensives sur les bras et les mains d'Hadfield suggèrent qu'il était conscient et qu'il a tenté de repousser son assaillant. La victime suivante de Ferwititer était Nahed Almana, une étudiante saoudienne de 31 ans à l'université d'Essex, qui a été tuée à la suite d'un accident. Ferwititer a poignardé ses yeux et finalement son cerveau, animé d'une intention martiale de s'assurer qu'elle ne verrait pas le mal. Il était méticuleux, pas d'empreinte digitale, pas d'empreinte de pas, pas d'armes abandonnées et aucune preuve médico-légale n'a été laissée sur les lieux. La série de meurtres de Ferwititer s'est arrêtée pendant plus d'1 an, les autorités et le public devenant plus prudents. Cependant, le matin du 27 mai 2015, son comportement suspect a attiré l'attention d'un promeneur de chiens vigilant, qui a rapidement contacté la police. Son arrestation a conduit à une évaluation psychiatrique en août 2015 où il a révélé avoir des pensées violentes et antisociales, y compris des hallucinations auditives le poussant à commettre des actes horribles comme brûler des bébés et agresser des travailleurs du sexe. Pendant son procès, Ferwititer n'a montré aucune émotion alors que le jury, après avoir délibéré pendant des heures, a rendu un verdict de culpabilité unanime le 29 avril 2016. Il a été condamné à la prison à vie avec une peine minimale de 27 ans. Brenda Spencer: je me souviens d'avoir regardé dehors et d'avoir vu des types de commandos s'approcher furtivement de la maison et d'autres choses et je ne me souviens pas d'être entré, d'avoir pris le fusil et de l'avoir chargé, mais je me souviens de les avoir vus et d'avoir été vraiment effrayé et terrifié. Vous savez, ils viennent me chercher et je dois me protéger et d'autres choses. C'est le cas de Brenda Ann Spencer, une tireuse scolaire de 16 ans qui a montré du potentiel à un jeune âge et a remporté le premier prix du concours de la Human Society en tant que photographe. Spencer a montré son potentiel à un jeune âge et a remporté le premier prix d'un concours de photographie organisé par la Human Society. Cependant, Spencer a affirmé qu'elle avait été victime d'une négligence totale de la part de sa mère et d'abus sexuels de la part de son père une semaine avant de perpétrer la fusillade de l'école élémentaire Cleveland à San Diego. Spencer a dit à ses camarades de classe qu'elle allait faire quelque chose de grand pour passer à la télévision. Malheureusement, c'est exactement ce qui s'est passé. Le 29 janvier 1979, une matinée d'école typique à l'école primaire Grove Cleveland de San Diego en Californie a tourné à la tragédie. Les enfants étaient rassemblés à l'extérieur de l'école et attendaient que le directeur ouvre les grilles de l'autre côté de la rue. Automatique 22, le directeur de l'école bien-aimé, Burton Ragg, a été tragiquement tué alors qu'il s'apprêtait à ouvrir les portes. Le gardien, Michael Suchard,
a également perdu la vie en tentant courageusement de protéger un élève pendant une vingtaine de minutes. L'impasse a finalement pris fin lorsque Spencer s'est rendu après que les négociateurs de la police lui aient promis un repas de Burger King. Spencer a été inculpé en tant qu'adulte et a plaidé coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre et d'agression avec une arme mortelle le lendemain de son 18e anniversaire le 4 avril 1980. Elle a été condamnée à des peines concurrentes de 25 ans à la prison à vie dans un autre cas troublant. Derek King et Alex King. Le 26 novembre 2001, les pompiers ont répondu à un appel concernant l'incendie d'une maison à Canton, en Floride. À leur arrivée, ils ont découvert une scène de crime horrible qui a fait la une des journaux dans tous les États-Unis. Ils ont découvert le corps de Terry King et ses 2 fils, introuvables. Derek King, 13 ans, et Alex King, 12 ans, séjournaient avec leur père dans la maison rurale de Terry, qui n'avait apparemment pas d'électricité depuis peu de temps. Les garçons avaient été placés dans des familles d'accueil et en étaient sortis cette nuit fatidique. Derek et Alex ont surpris leur père endormi et l'ont battu à mort avec une batte de baseball en aluminium pour dissimuler leur crime. Les garçons ont mis le feu à leur maison et se sont enfuis chez un ami de la famille, Ricky Chavy. Ce dernier, âgé de 41 ans, avait été accusé d'avoir commis un crime contre l'humanité, mais il n'avait pas été condamné. Chavy, âgé de 41 ans, avait été accusé d'avoir abusé de 2 garçons de 13 ans en 1983. Les garçons ont affirmé avoir commis le meurtre pour échapper à ce qu'ils décrivaient comme de la violence psychologique de la part de leur père. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, leur témoignage a connu plusieurs changements spectaculaires. Dans un premier temps, ils ont avoué avoir planifié et exécuté le meurtre de leur père de manière indépendante, mais au fur et à mesure que d'autres détails apparaissaient, ils ont changé leur histoire, affirmant que Chavy les avait manipulés pour qu'ils commettent le crime. Alex King a également déclaré qu'il avait eu une relation sexuelle avec Chavy, qui était beaucoup plus âgé que lui. Malgré ces graves allégations et les témoignages tumultueux, Ricky Chavy a été acquitté des accusations de pédophilie dans le cadre d'une procédure judiciaire distincte. Alex King a été libéré le 9 avril 2008 après avoir purgé 6 ans pour son rôle dans le meurtre de son père. Derek a été libéré le 7 mars 2009 à l'âge de 20 ans après avoir purgé 7 ans en 2005. Alex, alors âgé de 15 ans, fut accusé d'avoir tenté de s'évader de l'établissement pénitentiaire pour mineurs où il était détenu. À l'âge de 18 ans, Alex King a été libéré le 9 avril 2008 après avoir purgé 6 ans de prison pour son rôle dans le meurtre de son père. Derek a été libéré le 7 mars 2009 à l'âge de 20 ans après avoir purgé 7 ans de prison. Derek King a finalement déménagé à Washington DC et en Virginie, tandis qu'Alex King s'est marié puis divorcé après 3 ans. Alex est décédé le 23 avril 2024 suite à une overdose de drogue. Passons maintenant à un autre cas tristement célèbre de jeune criminel qui a attiré une attention médiatique importante en 1993, Robert Thompson et John Venable. Cela fait presque 3 décennies que cette image de surveillance a été publiée, mais elle reste aussi terrifiante aujourd'hui qu'en 1993. Pour ceux qui ne connaissent pas le contexte, l'image semble inoffensive, 2 garçons conduisant un tout petit nommé James Bulger à travers un centre commercial animé en Angleterre. Le 12 février 1993, l'un d'eux tient la main du tout petit, semblant le guider. Les observateurs du centre commercial auraient pu les prendre pour les frères aînés du tout petit. Cependant, la réalité était beaucoup plus sinistre, car ces garçons n'étaient pas ses frères, mais ses ravisseurs, et tragiquement, ils deviendraient bientôt ses meurtriers. Les 2 garçons sur l'image de surveillance sont Robert Thompson et John Venable, âgés de 10 ans. Les images de vidéosurveillance ont capturé les moments glaçants où les 2 individus observaient les enfants, choisissant apparemment leur victime. Ils ont repéré un jeune garçon près de la porte d'une boucherie voisine, avec la mère du garçon brièvement distraite, ils l'ont approché. L'un des individus a pris sa main, le conduisant loin. La caméra de surveillance a enregistré leur sortie du centre commercial à 15h42. En réalisant que Bulger était porté disparu, sa mère a immédiatement alerté la sécurité du centre commercial, décrivant son fils et ses vêtements. Initialement, le nom de Bulger a été annoncé par les haut-parleurs du centre commercial, mais à 16h15, il n'y avait toujours aucun signe de lui, et il a été officiellement signalé comme disparu à la police locale. Thompson et Venable ont conduit Bulger jusqu'au rail du canal de Liverpool, où ils l'ont fait tomber sur la tête. Ils sont ensuite arrivés à une voie ferrée voisine, qui est devenue le cadre macabre pour la torture et le meurtre brutal de James Bulger. Ils l'ont soumis à une brutalité sauvage, le frappant et le rouant de coups avec des briques et des pierres. Ils ont également fourré des piles dans sa bouche. L'attaque finale a consisté à frapper Bulger à la tête avec une barre en fer de 22 livres, provoquant 10 fractures du crâne au total. Bulger a subi 42 blessures à travers son visage, sa tête et son corps.
Thompson et Venable ont placé Bulger sur les rails et ont alourdi sa tête avec des débris, espérant qu'un train le percuterait et que sa mort semblerait un accident. Après leur départ, un train est effectivement passé, coupant tragiquement son corps en deux. 2 jours plus tard, un groupe d'enfants découvert le corps démembré de Bulger. La police a trouvé des images de CCTV en basse résolution de l'enlèvement de Bulger au New Strand Shopping Center par 2 garçons non identifiés. L'affaire a été révélée lorsqu'une femme, reconnaissant des images améliorées des garçons à la télévision, a rappelé les avoir vus faire l'école buissonnière à Ball. Elle a alerté la police, ce qui a conduit à leur arrestation. Robert Thompson et John Venable ont tous deux été condamnés à la réclusion à perpétuité avec une peine minimale de 8 ans. Cette peine minimale a été révisée et confirmée par la Cour européenne des droits de l'homme en 2001. Après avoir purgé environ 8 ans, les deux ont été libérés sous probation et ont reçu l'anonymat à vie pour protéger leurs nouvelles identités. Bien que nous ne sachions pas grand-chose sur Thompson, Venable a été arrêté en 2017 pour possession d'images de maltraitance sexuelle d'enfants sur son ordinateur. Il est actuellement en prison après que ses demandes de libération conditionnelle ont été rejetées. Passons maintenant à une tueuse de 15 ans qui a brutalement tué sa voisine de 9 ans, Alyssa Bustamante. Alyssa Bustamante, une jeune de 15 ans du Missouri, était une tueuse en série qui avait des plans horribles pour sa voisine de 9 ans, Elizabeth Holton. Le 21 octobre 2009, Bustamante a attiré Holton dans les bois derrière leur maison, où elle a étranglé la fillette, tranché sa gorge et poignardé sa poitrine avec un couteau de cuisine avant de l'enterrer dans une tombe peu profonde qu'elle avait creusée plus tôt. Les profils en ligne troublants de Bustamante, qui mentionnaient le meurtre de personnes et la coupe comme passe-temps, ont laissé entrevoir ses inclinations violentes. Le jour du meurtre, elle a écrit dans son journal à propos de ses actions, exprimant une exaltation et une curiosité morbide pour le fait de prendre une vie. Son entrée dans le journal disait « Je viens de tuer quelqu'un. Je l'ai étranglé, tranché la gorge et poignardé. Maintenant, elle est morte. Je ne sais pas comment me sentir en ce moment. C'était incroyable. Dès que tu dépasses le sentiment de « Oh mon Dieu, je ne peux pas faire ça », c'est plutôt agréable. Je suis un peu nerveuse et tremblante en ce moment. Bon, je dois aller à l'église maintenant, LOL. La recherche d'Holton a commencé après que sa mère l'a signalé disparu le soir du 21 octobre 2009. L'enquête s'est rapidement concentrée sur Bustamante, car Holton avait été vu pour la dernière fois avec elle. Pendant que Bustamante était à l'église, la police a perquisitionné sa chambre et trouvé le journal. Alors que les preuves contre Alyssa s'accumulaient rapidement, il ne fallut pas longtemps pour qu'elle avoue le crime. 2 jours après la disparition d'Elizabeth, Alyssa a conduit la police vers la tombe de la fillette dans les bois. Lors de son procès en 2012, Bustamante a été jugée comme une adulte malgré son enfance troublée. Elle a plaidé coupable de meurtre au 2e degré dans le but d'éviter une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Cependant, elle a reçu une condamnation supplémentaire pour action criminelle armée, ce qui complique ses perspectives de libération conditionnelle. Bien qu'elle pourrait être éligible à la libération conditionnelle en 2024, la condamnation supplémentaire signifie qu'elle pourrait ne pas être libérée avant 2057. Pour conclure cette liste des cas notoires, nous abordons peut-être l'un des plus perturbants de tous, l'histoire du plus jeune tueur en série américain, Craig Price. Craig Chandler Price, alias le Warwick Slasher, est devenu le plus jeune tueur en série de l'histoire des États-Unis après avoir commis 4 meurtres entre 13 et 15 ans. Lorsque Price avait seulement 13 ans, il a commis son premier meurtre dans la nuit du 27 juillet 1987. Il s'est introduit dans une maison située à seulement 2 maisons de la sienne, a pris un couteau dans la cuisine et a tué Rebecca Spencer, 27 ans, en la poignardant 58 fois. 2 ans plus tard, sous l'influence du LSD, Price s'est introduit dans une autre maison de son quartier. Là, il a déclenché une attaque horrible, poignardant Joan Eaton, 39 ans, 57 fois. Sa fille de 10 ans, Jennifer, a été témoin du meurtre et a elle-même été poignardée 62 fois. Price a également écrasé le crâne de la fille de 7 ans de Eaton, Melissa, qui a également assisté aux poignardements brutaux de sa mère et de sa sœur, et lui a infligé 30 coups de couteau. La violence était si extrême que les poignets des couteaux se sont cassés, laissant les lames incrustées dans les victimes, y compris une dans le cou de Jennifer. En commettant les meurtres, Price s'est blessé à la main. Le FBI a été impliqué dans l'enquête en raison des similitudes entre les meurtres de la famille Eaton et celui de Rebecca Spencer, suggérant qu'un tueur en série était en liberté. Les enquêteurs ont conclu que le coupable était probablement un résident local, étant donné la proximité des scènes de crime et la blessure à la main subie pendant l'attaque. Le 5 septembre 1989,
lors d'un interrogatoire par 2 détectives, ils ont remarqué une coupure sur la main de Price, qu'il a écartée comme une blessure causée par un accident de beuverie. Après avoir échoué à un test polygraphique, les autorités ont obtenu un mandat de perquisition pour son domicile, où elles ont découvert des couteaux et des vêtements ensanglantés. Price a été interrogé de nouveau et a rapidement avoué les meurtres, sans remords, et en imitant même les sons mourants de ses victimes. Price a été jugé et condamné comme mineur, ce qui, selon la loi, signifiait qu'il serait libéré et que ses antécédents criminels seraient scellés à l'âge de 21 ans. Cependant, pendant son temps en prison, Price a fait face à des accusations supplémentaires pour incidents violents. Le 29 juillet 2009, en Floride, il a été impliqué dans une altercation avec un autre détenu. Un agent correctionnel intervenant a été poignardé au doigt avec un chiffre fabriqué maison que Price avait. Après cet incident, Price a été transféré dans un autre établissement. Le 4 avril 2017, il a été accusé d'avoir poignardé un autre détenu, Joshua Davis, à la Suwanee Correctional Institution en Floride, en utilisant un couteau fait maison de 5 pouces. Il a ensuite été condamné à 25 ans pour cette attaque le 18 janvier 2019. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Consultez maintenant les cartes à l'écran pour découvrir d'autres histoires.